Salut l'équipe, bienvenue sur Chokeslam, l'émission catch qui va te choquer. Ici on analyse, on débat et on débunk toute l'actualité du catch, surtout de la WWE. Et pour m'accompagner comme d'habitude, j'ai trois acolytes. J'ai Samy Prono qui est là. Vous Salut allez bien? Samy. Vous allez bien? Kyrian, comment tu vas Kyrian? Ça va tout le monde, ça va. Et on a avec nous C'est encore moi. Wael, C'est aka encore moi. Wael, le plus grand heal de tous les temps. Ouais les gars, donc aujourd'hui, ce qui nous réunit là, c'est un petit peu un sujet un petit peu plus général sur le catch. En fait, c'est quoi le catch en fait? C'est un peu ça l'idée là de faire ce petit podcast parce qu'en fait, on se dit souvent bah les idées qui circulent, notamment en France, c'est le catch, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est pas faux? Bon, on est un peu loin de cette idée-là maintenant, mais pendant des années, c'est ça qui circulait beaucoup. Ouais, ça sert à rien de regarder, de toute façon c'est prédéterminé, etc. Mais en fait, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est le catch? Pourquoi on l'appelle catch déjà? Parce que ça vient du mot catch en anglais qui veut dire attraper. En fait, c'est un peu un style de combat dans la lutte. Les Américains ils disent wrestling, donc c'est lutte en fait. Et en fait, nous ce qu'on aime et ce qu'on regarde, c'est ça, c'est le catch américain du coup. Et en fait, c'est un mélange de sport, de divertissement, et avec des histoires qui sont autour et qui nous permettent de suivre et de kiffer en fait les arcs narratifs qu'il y a autour des combats. En fait, les combats, c'est un outil, c'est un moyen pour arriver, pour commencer des stories et pour arriver au bout des stories. C'est un peu ça l'idée, c'est de raconter une histoire. Et en fait, voilà, pendant énormément de temps, ce truc-là était un peu caché. C'est ce qu'on appelle le kayfabe. Donc, kayfabe, dans le vocabulaire du catch, c'est justement cette idée que la prédétermination dans les combats, elle soit cachée. Donc maintenant, on le sait, dans les coulisses, on a des infos, des insiders, des journalistes qui connaissent tout sur les coulisses, sur le catch, sur ce qui se passe en interne, etc. Mais pendant des années, jusqu'à même la fin des années 2000, on essayait beaucoup de cacher ça en disant non, il faut préserver le secret du catch. Ok, c'est prédéterminé, mais les persos, ils doivent rester dans leurs persos. Les catcheurs, il faut pas qu'ils se trahissent, il faut pas qu'ils nous parlent des coulisses, etc., etc. Ça, c'est fini maintenant. Le kayfabe, on dit que le kayfabe est mort. C'est ce qu'on dit maintenant, puisque il y a plus de secret autour des ingrédients du catch. Donc voilà, la perception que nous on en a en tant que Français, elle est plutôt, elle est particulière, je dirais. Donc je vais peut-être vous laisser aussi donner votre avis sur ça, mais qu'est-ce que vous en pensez en fait? Je sais que nous en France, c'est un petit peu difficile parfois de dire le catch c'est trop bien. Parce qu'en fait, nous, on a cette vision que le catch n'est pas un sport parce que justement, c'est prédéterminé. Alors qu'en réalité, quand on regarde les conditions physiques des mecs et ce qu'ils font sur le ring et ce qu'ils produisent, bah, difficile de dire que c'est pas un sport. Donc, je vous laisse aussi donner votre avis sur un peu tout ce que je viens de dire et sur cette idée du catch qu'on a en France. Par exemple, je sais pas. Je donne la parole à qui? Ouais, comme vous voulez, je sais pas. Vas-y, Samy, toi. Vas-y, Samy, si t'as des. Ok. Moi, je vais faire partie des personnes. J'étais un peu comme ça avant. J'étais une personne qui faisait pas trop gaffe à tout ce qui était promo, etc. Franchement, avant 2020, j'étais plus du genre à regarder que les combats. Donc, je peux comprendre la vision des gens qui regardent que les combats. Mais c'est vrai que depuis, on va dire 2020 et l'arrivée d'un certain personnage à la WWE, c'est vrai que je m'intéresse beaucoup plus à ce monde qui est la promo, de voir qu'il y a des storylines, etc. C'est vraiment très intéressant. On voit que vraiment il y a toute une histoire, toute une équipe qui est créée autour de cette histoire pour amener quelque chose au public et pour faire en sorte qu'on puisse apprécier le moment. Et c'est vrai que ma vision a bien changé entre avant 2020 et après 2020. Et ça, Okay. ouais. Donc je dirais que le catch aujourd'hui, c'est un ensemble. Voilà.
Bah vas-y, en Ok. vrai, je suis déjà énervé, ça me saoule déjà. Ça, c'est un sujet de. C'est un sujet, il m'énerve de ouf parce que vas-y, on parle des Français. Le Français de base, il est grave énervant, genre. Alors là, en plus, si on parle de catch, il va dire ouais, c'est faux. Mais Ouais, j'ai les envie de grilles. te buter en fait, parce que est-ce que tu sais ce que c'est le catch déjà? Donc il y a des gens, j'ai envie de leur. Il y a des gens quand ils comprennent pas ce qu'est le concept un peu du contenu, je leur dis que ça se regarde comme de la télé-réalité, sauf que bah ils se battent à la fin, tu vois. Après ils font ah oui, tu vois. Donc voilà. Donc, forcément, vu que Ouais. c'est un contenu très américain. Les Américains sont très dans le divertissement, donc le divertissement en France, c'est pas du tout dans l'ADN, on va dire, qu'il y a en Europe, enfin en France et tout quoi. Donc ça a pu être vraiment le Mhm. sport de base, genre vraiment la performance pure et dure quoi, avec les règles et tout. Donc on n'est pas trop dans le show, alors que bah le catch, enfin en tout cas le catch de la WWE c'est purement de l'entertainment, c'est entertainment le mot fort, on va dire, qui va qualifier ce contenu et tout le business qu'il y a autour. Donc voilà. Ça fait 5 minutes, je suis déjà énervé, donc je vais vite passer la parole là, parce que Calme-toi, calme-toi. On va rester calme. Ah, c'est vrai que c'est des sujets qui peuvent paraître évidents pour des fans de catch ou des fidèles comme nous, mais ça l'est pas vraiment puisqu'on a ah encore oui, beaucoup non, de mais gens c'est. qui Ouais. disent effectivement mais c'est faux, ça sert à quoi, etc., etc. Mais ouais, est-ce que Kyrian, toi, tu peux ajouter quelque chose à tout ce qui a été dit là? Oui, déjà, je pense que une erreur qui peut être faite souvent, c'est de prendre cela comme un sport, en fait. Mhm. Moi, je pense pas que ce soit un sport, et ça n'en est pas un, parce que tout est scénarisé. Mhm. Tous les matchs sont scénarisés, on sait, avant la fin du match qui va gagner. Ouais. En tout cas, en coulisses. On le sait. Dans, dans ce sens-là, on peut pas dire c'est un sport. Un sport, on ne sait pas qui va gagner, c'est le meilleur qui gagne. Et c'est pas le plus populaire ou celui qui est censé gagner. Mhm. Là, on parle vraiment de quelqu'un ou d'un personnage ou d'un groupe de personnages qui va gagner pour faire avancer une histoire. C'est comme dans un film. Mm. Il faut plus prendre ça, comme Well il a dit, de la télé-réalité. Alors moi, je dirais pas forcément télé-réalité, parce qu'en fait, dans la télé-réalité, souvent l'image qu'on en a, c'est des gens qui sont un peu bêtes et à qui il arrive des choses et après ils réagissent, tout ça. Mhm. Là, je trouve pas qu'il y a ce côté un peu bête. Il peut y avoir des fois des segments un peu humoristiques, des storylines un peu humoristiques, mais globalement, on est sur des trucs qui se veulent sérieuses. Ouais. Donc moi, je pense pas forcément que on pourrait rapprocher ça de la télé-réalité, mais je vois ce qu'il veut dire dans le sens divertissement, parce que c'est le seul truc en Europe, je pense, qui se C'est pour ça que rapproche j'ai un pris peu du l'exemple. divertissement C'est à pour ça que j'ai l'américaine. pris l'exemple. Mhm. De toute façon, la télé-réalité, c'est calqué sur, bien sûr. Donc Ouais. voilà. Alors, effectivement, de toute façon, euh, en fait, si on prend le côté prédéterminé, effectivement, par rapport à un sport, c'est scénarisé. Donc, si on prend l'exemple des ceintures, par exemple, des titres mondiaux, des différents titres qui existent dans les fédérations de catch, et notamment à la WWE, bah, c'est des personnes qui sont dans l'équipe créative qui se chargent de scénariser les combats qui vont dire bon bah on fait gagner telle personne ou on fait gagner telle personne, on donne la ceinture à telle ou telle personne, puisque l'enjeu c'est de développer les histoires comme tu l'as dit Kyrian, pour attirer le plus de monde possible, pour que justement après les gens regardent de plus en plus comme une série, comme un film, etc. Mais là où je pense qu'il y a quand même un côté un peu sportif, c'est que on est dans une performance physique. Voilà.
C'est vrai. juste ça. C'est que il y a une performance physique, il y a des blessures, il y a des heures et des heures d'entraînement derrière. Quand je dis entraînement, c'est autant entraînement pour avoir un bon physique, donc entraînement à la salle de musculation. Il y a du risque, c'est ça. Mais c'est autant entraînement, salle de musculation, mais c'est aussi entraînement pour maîtriser les prises. Parce que c'est un ensemble de... Alors, il y a des prises qui existent dans des sports de combat, genre MMA, judo, karaté, taekwondo, etc. pour certains. Mais autant il y a des prises qui existent que dans le catch. Des 450 splash, des moonsault, des choses comme ça, ça sert à rien dans les autres sports. Ça, c'est pas avec un moonsault que tu vas mettre KO quelqu'un. Mais dans le catch, ça existe, c'est beau à voir. Et du coup, c'est des heures et des heures d'entraînement parce que sinon, tu te casses la nuque et tu finis à l'hôpital et tu finis paralysé si tu t'es pas entraîné. Et c'est une performance live, donc c'est difficile en plus de pas se rater. Enfin, il y a une pression derrière, donc il y a quand même cette idée dans le sport aussi où il y a une pression psychologique qu'il y a aussi dans le catch, puisque quand tu catches devant 60 000 personnes et que tu dois faire un move, si tu le rates, les mecs comme nous là, les connards comme nous, on va direct te dire il a botché, il a botché. Ah, voilà. Mais en réalité, si tu regardes, c'est dur de pas botcher en vrai. Parfois tu te dis quand t'as la pression, t'es en live et tout. Enfin, c'est Chris Jericho qui disait ça à un moment. Il disait, il était énervé. Il disait mais il y a pas de botch, allez vous faire foutre. En gros, c'est une performance live, donc parfois on peut rater, ça arrive. Donc, sur ça, voilà, j'arrive à capter un peu aussi cette idée que dans ce sens-là, c'est quand même aussi un sport, mais je pense avant tout que c'est un divertissement, bien sûr, en grande partie. Hein. C'est pour ça que ça en est là et que ça marche aussi bien, c'est parce que c'est un divertissement. Je voudrais juste rajouter quelque chose. Si peut-être que y a des personnes qui découvrent le catch à travers nos podcasts, est-ce que tu pourrais expliquer à ceux qui écoutent ce que c'est le terme botché? Ouais. Oui, merci Samy. Quand je dis botch, c'est un truc qui existe. C'est un mot qui désigne le fait de foirer soit une prise qui devait être réussie techniquement, soit ça peut être un mouvement ou une séquence avec un catcheur. Donc c'est un terme que les catcheurs aiment pas trop parce que justement il y a cette idée que tu prends un risque quand tu fais une prise ou un mouvement et que si ça rate, l'idée c'est quand même de continuer la performance pour pas qu'elle soit gâchée, mais botch c'est vraiment je tente une souplesse et j'arrive pas à soulever le mec par exemple, mais ça peut être parce que le gars avec toi il a pas fait le mouvement comme il fallait, ou c'est parce que toi t'as raté un truc. On en a tous vu, on en a vu plein, ça existe. Ça. Mais bon, une qui est particulièrement, on va s'en rappeler, il y a aussi le ring. Enfin, quand on a pu le voir, je sais plus à quel PLE on a vu ça, mais les cordes qui... c'était à Clash. Ouais, c'est Priest contre Drew McIntyre. Ça, les cordes n'étaient pas assez tendues, du coup Priest fait un botch, qui n'est pas vraiment un botch. Mais... Oui, c'était même pas de sa faute au final. C'est ce qu'il y a. Mais bon, voilà, en tout cas en termes de performance live, on appelle ça comme ça. Mais parfois c'est des petits détails. Parfois ça peut être un mec qui vend pas une droite, quoi. Ça c'est un petit botch, quoi. Mais bon, voilà, c'est pas. En fait, sur un match de 20 minutes, parce que c'est scénarisé. Donc en fait, les mecs, c'est un match c'est une séquence, quoi. Donc c'est ça aussi qui est ouf, quoi. Donc c'est aussi compliqué. Et justement, pour en revenir à la télé-réalité, ce que vous disiez, dans les télé-réalités ou dans les séries ou dans les films, il y a des personnages. Et donc le catch, c'est aussi des personnages. C'est surtout des personnages, puisque c'est ça qui rend la performance intéressante. On a deux personnages, en fait, comme dans les films et les séries. On a le gentil, le méchant. Dans le catch, les termes utilisés, c'est babyface pour le gentil, le préféré de la foule, celui qui est acclamé, et le heel. Quand je présentais Wahil tout à l'heure, Wahel, c'est ça. Quand je disais le plus grand heel de tous les temps, le heel, c'est le méchant, celui qui est hué, celui qui en fait attire vraiment s'attire les foudres du public. Et l'idée, en fait, c'est de susciter un maximum de pop. Donc pop, pareil, c'est un terme aussi qu'on utilise aux États-Unis, etc., pour dire une acclamation, en gros.
Le babyface doit attirer un maximum de pop. Tout le monde doit crier pour lui, c'est le meilleur, etc. Et le heel, il doit attirer un maximum de hits, donc de sifflets, de huées, d'animosité, pour que l'histoire grandisse, se développe et devienne importante. Et pour que les catcheurs aient de la visibilité et soient mis au devant de la scène. C'est ce qui va déterminer si t'es un grand catcheur ou un moins grand catcheur. En fait, c'est pas forcément ta performance in-ring. Donc, on a 50 milliards d'exemples, tous, je pense, de catcheurs extrêmement bons dans le ring, extrêmement techniques, qui ne ratent jamais rien, qui fait tout bien. Ah bah ouais. Voilà, on en a plein. Hein. Et Ricochet, il y en a plein, hein, mais qui sont Nakamura. Bah, lui après, ouais. Mais voilà, des exemples de catcheurs qui sont devenus des très grandes stars parce qu'ils ont réussi grâce à leur personnage, à susciter soit de l'admiration, soit de l'empathie, soit du mépris, de la haine, peu importe, mais ils ont réussi à susciter une quelconque réaction de la part de la foule et du public, et c'est ce qui permet de les mettre au top, parce qu'ils sont dans des histoires souvent très intéressantes. Donc voilà, et toi, Kyrian, tu t'avais parlé, quand on avait discuté la dernière fois, tu avais évoqué l'idée du twinner un peu. Donc, est-ce que tu peux, toi, revenir sur ça, expliquer, qu'on puisse un peu échanger aussi autour de ça? Le twinner, c'est ça? Ouais. Bah, le twinner, en fait, c'est un peu un entre-deux. De ce que j'ai compris ces derniers temps, l'exemple le plus marquant, c'est Bron Breakker, le champion intercontinental, qui est ni face ni heel, ou en tout cas c'est moins marqué que les autres, dans le sens où des fois il va avoir des pop, des fois il va avoir des hits, et il va des fois agir comme un face, des fois comme un heel, et je trouve que ça peut être intéressant d'avoir quelques superstars qui sont de ce type-là, parce que ça permet une certaine variété dans les différents personnages. Mais je pense pas que c'est intéressant aussi d'un autre côté d'en abuser, d'en avoir beaucoup, parce que comme on a dit, c'est la base du catch, c'est d'avoir un côté méchant, un côté gentil. Je crois que tu l'as pas dit en intro, mais est-ce que vous savez un peu comment ça s'est créé, le catch? Bah, globalement, bon, après, si tu veux, après il y a plusieurs histoires autour de ça. Mais moi, de ce que j'avais entendu, c'était à l'époque dans les fêtes foraines et tout, il y avait des matchs de lutte. Ouais. Et en fait, les matchs de lutte étaient pas très intéressants, parce que bah, c'était pas des professionnels, c'était plutôt des amateurs et tout, et qui n'avaient pas beaucoup un répertoire très varié. Donc c'était des matchs peu intéressants. Donc le but, ça a été dans un premier temps, de truquer les résultats. Que ce soit avec un entraîneur qui va aider son combattant, ou qu'un mec du public sorte et distrait l'arbitre pendant le compte final, ou des choses comme ça. Et en fait, au fur et à mesure, il y en a qui ont commencé à venir avec des vestes à paillettes, il y en a un qui est venu avec un chapeau, et après, au bout d'un moment, bah, tu commences à tailler l'autre parce qu'il vient avec un chapeau à pois, et tu dis qu'il ressemble à un clown, tout ça, pour que au final, en fait, ça crée deux camps, avec un camp qui va tailler et un camp qui se fait tailler. En fait, c'est ça, c'est que après c'est parce que pour le coup, en plus, ça part même pas des Américains. En plus, c'est ça, c'est que en fait, c'est même pas forcément. Enfin, c'est quelque chose qui a beaucoup été qui existait en Europe, etc. dans les fin des années 1700, début 1800 et tout. D'ailleurs, très côté germanique et tout. C'est pour ça que les Allemands, ils ont une grosse fanbase catch et qui sont beaucoup plus cultivés niveau catch que nous. Mais effectivement, il y a cette histoire avec la fête foraine. Il y a d'autres histoires où effectivement du même style, où en fait il y avait des trucs, des combats truqués, parce qu'en fait on se rendait compte que c'était pas intéressant. C'était pas si intéressant que ça. Et après même il y avait des gens qui voulaient truquer les combats parce qu'ils voulaient gagner.
et ils se sont rendus compte qu'en les truquant et en faisant ça Ça rajoutait apportait du plus d'argent. piment, ça faisait des conflits, etc. Donc c'était plus intéressant, les gens venaient plus voir. Et donc du coup, je pense qu'il y a des promoteurs, notamment américains, qui se sont positionnés dessus. Et après, il y a début des années 1900, un promoteur américain de boxe qui justement a travaillé avec le grand-père de Vince. Parce que le grand-père de Vince, il était dans la boxe un peu. Et du coup, après, ça s'est fait comme ça aux États-Unis, avec les territoires et tout, jusqu'à Vince et jusqu'à aujourd'hui. Mais en fait, c'est la base, comme tu disais, c'est la base. C'est un heel, un face, un méchant, un gentil, pour pour que ce soit intéressant, comme dans un film ou une série, en fait, tout simplement. Exactement. Mais aujourd'hui, comme dans n'importe quelle série d'ailleurs, c'est beaucoup plus complexe que ça. On se rend compte que le gentil, il n'est pas toujours gentil ou il n'a pas toujours été gentil, et le méchant, idem. Il n'a pas toujours été méchant, il a peut-être des raisons d'être méchant. Ou en tout cas, il va essayer d'amener des arguments pour dire je suis méchant parce que il s'est passé ça dans ma vie, ou on m'a fait ça, donc moi je vais être aussi méchant. Et l'idée du twinner aussi, je pense que c'est un peu ça, parce que twinner, c'est un mot qui est utilisé plus par les fans que par l'industrie du catch. L'industrie du catch, ça existe pas trop, twinner. Ils sont toujours sur babyface ou heel. Twinner, c'est un peu quelque chose qui sort des fans pour dire on sait pas trop, c'est un hybride. Et je pense que la WWE, notamment avec Bron Breakker, il laisse dire que c'est un twinner. Bon, moi, je pense que c'est un heel. Ouais, quand même aussi. Je pense quand même que c'est un heel au vu de comment il parle et son personnage et comment il se tient, etc. Puisque le babyface, il ressemble plus à une espèce de Cody Rhodes. Et le heel, il ressemble beaucoup plus à un Kevin Owens, pour parler de la rivalité actuelle, c'est-à-dire un vrai chien qui t'attaque par derrière, qui s'en fout, qui va pleurer dès qu'il y a un truc qui va pas en sa faveur. Et le babyface, c'est le courageux qui va dire ok, si tu veux que je te batte dans les règles, je vais te battre dans les règles. S'il faut qu'on refasse le combat, on refait le combat. Moi, ça me dérange pas, il y a pas de problème. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a aussi les réseaux sociaux et que, en fait, quand je disais tout à l'heure, le kayfabe est mort, et en fait là, on est dans un truc même qui va à l'inverse de ça, c'est-à-dire que on connaît toutes les coulisses et on sait tout, et même on va en jouer. C'est-à-dire que maintenant, on joue de ce qui se passe en coulisses, on montre ce qui se passe en coulisses, et on essaye donc les catcheurs, maintenant, ils font même des vidéos quand ils sont chez eux ou à l'extérieur ou dans leur voiture pour continuer à être dans leur perso et dans la storyline. Donc on est dans ce truc où, avant, par exemple, pour donner un exemple, l'Undertaker, qui a ce personnage très sombre, croque-mort, Deadman, tu pouvais pas le croiser dans un restaurant en train de manger un burger normal, puisque si tu l'as vu dans l'arène en train de faire le croque-mort, tu vas dire mais bon, je savais que c'était pas vrai, mais c'est relou de le voir là en train de manger son burger, quoi. Et donc du coup, ce qu'il faisait, c'est que même quand il sortait et qu'il croisait des gens à un moment donné dans des endroits, il était obligé de faire le mec sombre. Enfin, il faisait le mec sombre, en fait. Genre, ça veut dire, il essayait de pas trop signer des autographes, de pas calculer, de faire le mec un peu bizarre, quoi, parce que c'était son perso. Et là, on est un peu dans ce truc où on connaît les coulisses, mais en même temps, il faut qu'on fasse quand même attention pour garder de la cohérence, parce qu'on sait qu'on est filmé de partout et que ça peut aller vite. Et donc, par exemple, là, quand on voit McIntyre, par exemple, notamment, il est là, il fait des vidéos chez lui, il continue, il parle de ses ennemis, il fait des petits charries, il fait des blagues, il s'arrête pas, quoi. Et donc, du coup, c'est un peu, on continue d'entretenir la tension et la rivalité sur les réseaux, pour apporter encore un peu plus de contenu, quoi, aux histoires. La WWE, ils en jouent maintenant. Enfin, avant, c'est vrai qu'il y avait moins cette histoire de réseau, mais vu que maintenant on est sur une génération qui utilise beaucoup les réseaux, la WWE l'a compris. On a vu récemment un titre, par exemple, qui a été fait exprès pour les réseaux sociaux. Maintenant, il y a même des petits scénarios qui sont faits en dehors des épisodes pour justement renforcer ce côté réseaux sociaux. On sent que vraiment la WWE s'appuie dessus maintenant et ne le subit plus, on va dire. Ouais, c'est clair. Il surfe sur effectivement l'utilisation
très très importante et prononcée des réseaux sociaux de la part des gens et des jeunes, hein, puisque le segment qui est quand même, en tout cas qui est bien visé, c'est les très très jeunes. Donc il y a des enfants, parce que là je crois qu'en plus sur Netflix on repasse en PG, je crois, hein, il me semble, hein. Donc PG c'est en gros, grosso modo, c'est télé, Ah ouais? c'est accessible pour tout le monde, en gros, hein. C'est ça que je veux dire. J'avais vu d'autres infos comme quoi ils voulaient laisser un peu plus de liberté. Moi, j'ai l'impression que ça repasse en PG après à vérifier, mais je crois que c'est en mode accessible pour tout le monde. Alors qu'on était sur du moins de, je sais plus si c'était du moins de 14 ou moins de 16 à un moment. Donc après, même si le segment principal, je pense, c'est 18, il me semble que c'était 18-49. C'est ça dans Ouais. les audiences qui calculent, qui regardent plus, c'est 18 ans, 49 ans. C'est vraiment le segment le plus De toute visé par la façon, compagnie. ça fait Mais un moment que la WWE essaie de faire on va dire des scénarios, des storylines qui sont un peu Peggy. Que du coup, je pense que c'était plus. Dis-moi si je me trompe, hein, tu peux. Mais il me semble que vers 2004-2005, là, c'était vraiment n'importe quoi. C'était à base ah de. oui, mais De c'était sur c'était scène. l'attitude era, de toute façon Ouais. de 97 jusqu'à 97-98, on va dire plutôt jusqu'à 2000, ouais, jusqu'à 2004, 2005, même 2006, même on va aller même à 2006. C'est open bar, c'est Ouais, open ouais. bar dans la manière de, c'est trash, il y a du sexe, de la violence, du sang, dans les promos c'est n'importe quoi, ça dit des gros mots à tout bout de champ, il y a des doigts, et après ça passe je crois que ça c'est 2007, ça passe vraiment en PG, et c'est ça, on est à PG era là jusqu'à début des années 2010, où là c'est Sina à fond, les enfants, Et voilà. Les valeurs. vraiment un truc très très, même dans les storylines, même dans les persos, il y a beaucoup de persos un peu comiques dans ces années-là, beaucoup de persos comiques, même des mecs plutôt sérieux d'habitude, avec des persos un peu plus brutaux et tout là, des trucs un peu limite, ils mettent des petits bonnets de Noël et ils dansent, tu vois, un peu à la Strowman là C'est ça. Ou alors la quand il Big gagne la Show. ceinture avec le petit à WrestleMania, là, je sais plus c'est en quelle année là, mais Je sais Big pas si Show. c'est 2018, je crois, un truc comme ça, ou 2019. ouais, je crois que c'est ça, ouais. C'est Ouais. un peu à cette image-là, mais Il y a une image encore plus sur les années 2010, hein, Big Show. Donc vous voyez un peu hmm, comme la violence pure entre. oui, c'est ça. Voilà. Ouais, c'est ça, ouais, totalement. Ouais. Mais oui, je sais plus où on en était, mais bon, en tout cas, Tu on parlais de voit bien que, Netflix et de Peggy. oui, c'est ça. Mais en tout cas, après, je sais pas si vous pouvez, en fonction de ce que vous avez pu voir, ce que vous avez pu voir du catch depuis que vous regardez, depuis que vous avez commencé, de ce que vous connaissez, et si vous pouviez donner un peu pour vous, hein, les persos qui vous ont donné envie les persos ou les storylines qui vous ont donné envie de vous Non. de regarder le catch, de vous mettre à fond dans le catch. Parce qu'il y a toujours ça. On a commencé le catch, mais on est tombé sur une storyline ou sur des persos qui nous ont donné envie de regarder, qui nous ont fait accrocher. Parce que c'est comme ça qu'on débute. C'est pas en se disant je vais regarder. Il n'y a pas de Ligue des Champions comme au foot. Il n'y a pas une compétition. Il n'y a pas une Coupe du Monde. Il n'y a pas ça. C'est toute l'année. Ça s'arrête jamais. Donc on tombe sur quelque chose qui nous intéresse et on accroche et après on suit le reste. Mais du coup, vous, c'était qui, quoi, comment Si vous voulez, je peux commencer. Vas-y, Samy. Moi, ça va être en deux étapes. On va dire qu'il y a deux générations différentes. On va dire que quand j'étais plus jeune, 2009, je regardais moins les promos, donc j'étais moins au courant. On va dire que celui sur lequel je suis tombé et qui m'a fait très peur, c'est l'Undertaker, Ouais. qui vraiment, sur le coup, t'as envie de regarder, tu le trouves très impressionnant. Je me rappelle que moi, ce que j'attendais, c'est qu'il ait des défaites, parce que j'avais très Mm. envie qu'il tombe, parce que je connaissais pas encore son rôle. Je savais pas si c'était un heel ou un face. Et aussi, on va dire maintenant, en deux étapes, 2020, ce qui m'a donné envie de reprendre, je vais pas mentir, hein, c'est Roman Reigns. Donc sa transformation en heel qui m'a beaucoup plu et qui m'a fait redécouvrir le catch cette fois-ci avec comment ça s'appelle, avec les promos et les storylines.
Et Hmm. aussi, j'ai regardé du coup l'Attitude Era 2009, etc. On va dire que ce qui m'a donné aussi envie de continuer, c'est Randy Orton 2009. Enfin, c'était quelque chose. Enfin, ceux qui l'ont vu savent de quoi je parle. Et ok, est-ce que tu peux... Alors, juste pour dire, quand on dit promo, c'est des séquences au micro. Ouais, Donc c'est des catcheurs qui, à un moment, prennent le micro pour expliquer pourquoi ils sont là, ce qu'ils etc. veulent, leur discours. C'est là où ils déclinent un peu leur personnage. Euh, et c'est là où ils vont donner envie ou pas à la foule de les suivre. Donc soit de les huer parce qu'ils vont être dans un personnage malveillant, méchant, etc. Soit à l'inverse, ils vont vouloir être le super-héros, celui qui a des valeurs, qui fait du bien, etc. Oui. Donc c'est ça les promos. Ok, et Randy Orton 2009, pourquoi Randy Orton 2009? Franchement, c'était moins les storylines, enfin, du coup, plus les storylines que les promos. Je me souviens pas très bien, je vais pas mentir que moi, surtout à ce moment-là, je regardais encore les combats. On va dire que c'est surtout enfin, la violence qui montrait à travers Ok, ces différentes storylines. Tu sentais que la WWE lui laissait carte blanche et que c'était violence pure. ok, ok. Voilà. Moi, en vrai, Et j'ai les pas eu autres? de. Moi, en vrai, j'ai commencé un peu comme ça, histoire de. Il y a vraiment personne qui m'a. Enfin, quand j'ai commencé à regarder, qui m'avait vraiment marqué, quoi. Parce que là où j'ai commencé, en vrai, c'était tous nuls, c'était de la merde de ouf. Donc, j'ai vraiment dû avancer. Et genre, ça a commencé à être un peu intéressant. C'était dans les années 2013-14, avec l'autorité et tout, Daniel Bryan. Moi, j'étais pas trop fan de Daniel Hmm. Bryan, mais ils avaient très bien construit le mec un peu l'underdog, le mec qu'on n'espérait pas vraiment voir gagner, mais qui a réussi quand même à la fin parce que toutes les probabilités qu'il gagne c'était assez faible. Du coup, bon, bah, il y avait de la triche avec l'autorité. C'était Triple H, en fait, qui avait ce rôle un peu de mec qui travaillait aussi dans les coulisses, qui était le chef, mais qui catchait aussi. Donc, ça, c'était pas mal. Mais sinon, en vrai, je pense que comme beaucoup de gens qui regardent le catch maintenant, c'est Reigns, hein. Reigns, Tribal Chief, vraiment, il a amené le côté un peu Hmm. Mm. cinéma, film. Enfin, le mec, c'est l'un des premiers catcheurs, enfin, que j'ai pu Hmm. connaître à qui on pouvait, on va dire, donner un peu ce côté acteur. Genre vraiment, on dirait le mec qui sort d'un studio d'acting, quoi. Donc, en tout cas, pas dans le registre comique. Il y a des mecs niveau acting, ils étaient, enfin, très comiques, notamment tout ce qui était Attitude Era, genre Stone Cold, Rock, Oui. Jericho, les mecs comme ça un peu, alors que Reigns, c'est vraiment, tu regardes un film, quoi. Donc, il y a Reigns qui a pas mal changé ce côté-là du business, je Hmm. dirais. Et bah, sinon, voilà, hein, il n'y a pas tant eu de catcheurs qui m'ont marqué que ça. Moi, je fais pas trop attention à tout ce qui est in-ring. Donc, in-ring, c'est le combat en lui-même, les moves et tout. Si le match est pas si bon que ça en termes de moves, ça me dérange pas. À partir du moment où l'histoire est vraiment top, les mecs au micro, ils tiennent. Il y a du répondant, ils sont intelligents et tout. Donc, enfin, ça fait tout le charme, en fait, du business, on va dire, les belles histoires comme ça. Donc, bon, on sort d'une année 2024 où il y a eu l'histoire avec la Bloodline, Cody qui a enfin gagné, ça c'était un truc de ouf. Donc voilà. Voilà pour moi. Ok. Et Ouais, Kyrian? moi, je vais pas faire très original, hein. Franchement, 2008, Jeff Hardy. Bah, en même temps, Hmm. en même temps, c'est un D'ailleurs, je suis clochard, lui. étonné que personne l'a cité auparavant. Parce que, ouais, mais il a quand même marqué une génération. Genre, c'est un mec, moi, en fait, comme j'ai expliqué dans le premier podcast, j'ai découvert le catch sur un Undertaker CM Punk pour la ceinture. Hmm. Mais ce, mais ce qui m'a fait, en fait, ce qui m'a fait revenir, c'est que, comme j'avais dit, c'était un peu un truc interdit, entre guillemets, tout ça. Mais ce qui m'a fait rester, c'est Jeff Hardy. Ouais. Mm. C'est-à-dire que le mec, il avait ses trucs aux bras, aux avant-bras, là. Il sautait de 40 000 mètres de hauteur. Il fait un salto avant sur le mec en dessous. Il saute à travers des tables. Il saute depuis une échelle.
J'avais jamais vu ça de ma vie, en fait. Hmm. Oui, Donc ça, c'est sûr, c'est clair et net, c'est Jeff Hardy qui m'a fait rester. Après, j'ai eu d'autres catcheurs qui m'ont fait kiffer. Je peux penser à Batista à l'époque. Je peux penser à Edge, même si en vrai, vu que c'était un méchant et que quand t'es petit, t'es plus team gentil, tout ça, avec le recul, Edge, ça reste quand même un catcheur marquant, et Triple H aussi, ouais, je avec vois la DX, que tout ça, et leur feu d'artifice. il y a aussi Rey Mysterio, faut pas l'oublier. On a souvent tendance Moi, à c'était l'oublier. pas mon délire. Ah Rey ouais? Mysterio, John Cena, c'était moins mon délire parce que tout le monde les kiffait et moi, C'est ça. j'étais moins dans ce truc-là. Bah, quand t'es plus À part jeune, pour Jeff Hardy. quand c'est un Mais babyface, c'est beaucoup plus facile de se représenter à travers un babyface qu'un heel. c'est ça. Et quand t'es petit, tu veux dire? Ouais, voilà, quand t'es petit. Ouais. Bah, c'est logique, ouais. Bah, Et c'est ce qui est visé, en fait. Les Ouais. babyface, souvent, c'est pour rassembler les enfants, les familles, enfin, c'est ça, en fait. Et bah, comme j'avais dit aussi, comme j'ai fait une coupure et que j'ai repris vraiment en 2023, là, ce qui m'a vraiment fait revenir, c'est Roman Reigns. Parce que je connaissais déjà le perso en face, mais j'avais pas toute cette notion de ça a pas marché, tout ça. Ouais. Parce que comme je suivais pas à fond, moi je pensais que Reigns il était kiffé, tout ça. Et en fait, au fin de compte, en regardant, je me suis rendu compte que pas du tout. Qu'il était hué même. Ah, carrément, ouais. Bien Ouais, comme il bah faut. ouais. Donc, en fait, le voir évoluer, voir toute son évolution et tout, ça j'ai kiffé. Donc Reigns plus récemment et Drew McIntyre. Oui, aussi. Oui. Quand j'ai découvert, en fait, quand il est revenu après sa période, je crois que c'était TNA, quand il est parti à TNA. Oui, bah, il a fait même des fédérations indépendantes où il y avait personne qui catchait. C'est trop. En fait, le mec il revient. Il est plus balèze, plus de charisme, grosse barbe, finisher de ouf, moveset beaucoup plus complet, beaucoup plus mobile, beaucoup plus rapide. Et le mec, il a progressé au micro. Et il a un nouveau perso beaucoup plus charismatique qu'avant. C'est surtout ça, c'est le micro qui a vraiment joué une grosse importance sur Drew McIntyre. Ouais. Après, après voilà, on va pas revenir sur tout ce qu'il a fait, mais il a bénéficié de ce qu'on appelle un push. Donc push, c'est vraiment une mise en avant importante de la compagnie depuis quelques années, puisqu'il gagne le Rumble en 2020, juste avant le Covid. Donc en fait, ça fait longtemps qu'il mise sur lui pour qu'il soit propulsé dans le main event avec les plus gros stars. Malheureusement, le Covid, il s'est bien débrouillé en fait pendant le Covid malgré tout, mais voilà, il n'y avait pas de public, c'était compliqué, les gens ils avaient d'autres problèmes que de suivre le catch aussi. Le catch avec des arènes vides, ça marche pas. Même nous qui regardons, c'est dégueulasse. Donc c'était dur pour lui, mais au final, il fait une année 2024 incroyable. Ça a juste repoussé son ascension, quoi, le Covid, mais il a pas lâché, il a réussi, et là, même son année 2023, elle est ouf. Il est pas tout le temps dans les grosses affiches, mais il fait des matchs incroyables avec Sheamus, avec Gunther, pour un titre intercontinental, mais c'est presque il fait partie des matchs de l'année encore. Il fait et au micro, il a réussi à level up vraiment quand il était heel. Voilà, c'est quand il est devenu heel vraiment qu'il a réussi à justement devenir un des meilleurs au micro, parce que quand on est heel, donc moi je trouve, quand on est heel, on a beaucoup plus de choses à dire, on peut aller beaucoup plus loin, on peut se permettre beaucoup plus de choses, on peut prendre plus de risques que quand on est babyface, et donc du coup ça permet de voir où est le potentiel et jusqu'où on peut aller. Reigns en babyface aussi, pourquoi ça marchait pas? Parce que je pense que ça fait pas partie forcément de sa personnalité de se mettre en super-héros. Et quand il est devenu heel, là on a vu en fait que cette espèce d'arrogance et tout qu'il avait, c'est quelque chose qui était plus en lui. C'est lui qui se considère comme le chef, comme le meilleur, comme celui qui va décider.
ouais, il a peut-être un peu ça en lui, et donc du coup ça fonctionne parce que on le croit en fait, on le croit. Quand on le voit faire le chef, c'est crédible, on le croit. C'est comme quand on voit Sina faire le super-héros, mais Sina c'est vraiment un super-héros en fait dans sa vie de tous les jours. Ouais. Il veut faire le super-héros, même dans les médias, même dans. En fait, c'est ça, c'est qu'en fait derrière chaque personnage, il y a, je pense, un bout de personnalité qui fait que ça marche bien. En fait, je pense que les meilleurs persos, c'est ceux qui laissent une part d'eux-mêmes dans leur personnage. Après, c'est exagéré, bien sûr. Reigns, il est pas comme ça, je pense, avec ses amis et chez lui, et il met pas des Il gifles avait aux pas gens de quand fun. on l'écoute pas, mais quelque part, c'est un peu le chef de famille, c'est un peu ça, c'est un peu le mec, il s'y retrouve dans son perso. Mm. Et les meilleurs persos, c'est ça, hein, souvent, hein, c'est quand ils sont un peu eux-mêmes dans le ring aussi, quoi. Je pense que Cody Rhodes, c'est un très très bon babyface parce qu'en vrai, son truc de finish de story, c'était vraiment son rêve en fait, Bah, c'est il est faire que, suivi. Il est suivi. ouais, et Et- ça marche parce qu'on le croit en fait, Oui, on c'est y ça. croit à son truc, ça a l'air crédible, mais Ah oui, non, oui. Oui, mais on- ça, c'est les fameuses kayfabe. Enfin, c'est en dehors, c'est dans les Ouais, coulisses, etc. Jérôme qui vient de montrer une petite vidéo là où on voit Roman Reigns chanter en voiture. Je sais pas avec Rollins cette vidéo. Si, ça va être C'est avec Rollins. Rollins, c'est avec Rollins. Je sais plus c'est quelle émission ça, mais il y a une Ah, c'est émission où Big ils se Dog, mettent en ça. voiture et ils chantent là. C'est ça. Mais oui, effectivement, c'est l'époque Big Dog ça. C'est pas l'époque. Mais là, on le voit de plus en Carpool plus. karaoké. Les émissions, pas forcément que les émissions, mais comme par exemple Sheamus qui prend un guest à chaque fois de un de ses Ouais, collègues. pour son workout là. C'est ça. Ou et j'allais revenir aussi sur un truc avec Drew. Je pense que c'est aujourd'hui un des seuls qui a compris, enfin un des seuls, j'abuse, mais je pense que lui s'est bien servi des réseaux sociaux. Enfin, on l'a vu par exemple avec son moment très drôle à WrestleMania où il tweet en plein match. Ouais. On sent que lui, il a cette patte des réseaux sociaux et que vraiment il va venir appuyer là-dessus. Donc quand on parle des réseaux sociaux, le fait que est-ce que c'est la mort du kayfabe, je pense pas. C'est juste un truc différent. Et Drew McIntyre, je pense, l'a compris en avance et joue de ça. Ouais, totalement. Oui. Est-ce que il y avait des choses à ajouter un petit peu sur tout ce qu'on vient de dire? Voilà, l'idée c'était de faire quand même un petit résumé rapide et condensé, mais au moins de la perception que nous on a du catch. Je pense que maintenant là, nos auditeurs ont bien compris comment on voyait le business et comment on voulait analyser tout ça. Mais l'idée c'était aussi de juste donner des petites billes pour ceux qui connaissent rien ou pour ceux qui regardent comme ça, mais sans se dire que en fait derrière ce divertissement il y a quand même toute une stratégie et tout un truc qui est réfléchi. Donc ouais, je sais pas, est-ce que vous vouliez ajouter des trucs ou Moi, vous j'ai pensez envie de lancer un dernier débat. ouais, Euh, vas-y hein. Si chacun pouvait donner 3 caractéristiques pour définir ce que c'est un bon heel, et ce que c'est un bon face, ou alors plutôt un bon personnage Ok. dans le domaine du catch. 3 caractéristiques. Bah, Del, tu peux commencer, si tu veux. Ouais, je peux commencer si vous voulez. Je dirais qu'un bon personnage, puisqu'après, pour moi, Babyface ou Heel, il y a des mecs qui font les deux et qui le font très bien. Voilà. Mais un bon personnage, ça va être de connaître parfaitement la psychologie de son personnage. Donc en fait, peu importe le personnage que tu interprètes, il faut connaître sa psychologie. Donc il faut rentrer dans ton personnage un maximum. Et rentrer dans ton personnage, c'est pas juste mettre le costume et on va reprendre l'exemple de l'Undertaker, mais c'est pas juste mettre le costume de l'Undertaker et faire l'Undertaker, c'est vraiment te faire croire que t'es l'Undertaker, quoi. Voilà, t'es le Deadman. Tu viens vraiment de la vallée de la mort à Las Vegas, enfin dans le Nevada. On sait pas d'où tu viens, t'as pas d'ancêtre. Vraiment, c'est ton vrai perso, quoi. Et te faire croire et y croire pour que les autres y croient. Donc ça, c'est vraiment le premier truc. Sinon, pour moi, ça peut pas fonctionner, c'est impossible. La deuxième chose, c'est intégrer une partie de toi, comme je le disais, dans ton personnage. Il faut que dans ton personnage, il y ait un minimum de naturel, en fait. Il faut quand même
que il y a une partie de toi, de ta vraie personnalité, de ce que t'es. Parce que sinon, c'est difficile de faire croire aux gens. Je pense que c'est un petit ingrédient important quand même. Peu importe, ça peut être dans la manière de parler, dans les idées que ton personnage porte. Si c'est tes propres idées à toi aussi dans la vie, bah c'est bien aussi. Ça fonctionne. C'est plus facile d'être convaincant. Et puis une troisième caractéristique, je dirais, ça peut être après, ouais, peut-être trouver trouver un body language, même dans ton moveset, dans tes prises, dans tes trucs, quelque chose qui soit cohérent avec ton perso. Même si je sais pas, imaginons que t'aies le physique à Brock Lesnar, que tu sois un Brock Lesnar, pour prendre cet exemple, bah lui, il a son expérience en UFC, il a ce gab un peu de mec de l'UFC justement, du MMA. Et dans son moveset, je trouve que c'est parfaitement cohérent. Il met que des German, il fait que des trucs explosifs, des trucs qui font mal. Alors que Lesnar, il est capable de faire des moonsaults ou des choses comme ça. Mais ce serait pas cohérent avec le perso qu'il a. C'est ça que je veux dire. C'est que, par exemple, ou un Jeff Hardy, comme tu l'as dit tout à l'heure, il va pas commencer à faire des chokeslams. Ça veut rien dire. Son bras, il est tout fin. Voilà, non, ça va pas aller avec son perso. Donc du coup, c'est ça, c'est trouver un moveset, des prises, un body language qui soit cohérent avec ton perso. Je pense qu'avec ces ces trois ingrédients-là, normalement, avec un petit push derrière de Triple H, normalement, si tu fais les choses bien, tu perces. Hein. Bon. Voilà. Pour continuer, moi, ma vision, c'est que, comme dirait un peu Abdel, je rejoins là-dessus, c'est que le heal et le face se rejoignent sur quelques points communs. Moi, ce que j'attends d'un heal et d'un face, c'est que vraiment ils sachent comment bien faire réagir le public, que ce soit comme vous dites, de hit ou de vraiment se faire applaudir, etc. Ça, c'est vraiment important. Enfin, quand on voit que ça marche pas, on sent que ça va mener nulle part et que y a vraiment des catcheurs qui ont réussi vraiment à appuyer sur le public et ça a très bien marché. Ensuite, je dirais que plus pour le heal, je vais rejoindre Abdel encore une fois, mais sur le physique, un heal, quand on voit un heal impressionnant physiquement, c'est beaucoup plus accrocheur que un heal vraiment tout timide, tu sens que la personne en dehors de ce rôle est dans son coin. Mais après, quand je dis physique, il y a aussi des heals vicieux. Enfin, on a pu le voir avec, je vais donner un exemple, Dominique Mysterio qui vraiment arrive à avoir la hit du public, alors que vraiment il n'est pas impressionnant physiquement. Mais c'est juste que lui, il le fait d'une différente manière où ça va être plus dans le vice. Et c'est ça qu'on attend d'un heal, c'est que vraiment, à travers tout ce qu'il va faire, c'est vraiment appuyer sur la psychologie de l'adversaire, montrer qu'il va lui rentrer dans la tête ou qu'il va lui rentrer dedans tout court. Et en troisième, je dirais, on va aller au plus simple. Je dirais que vraiment, c'est montrer qu'il est dominant, qu'il fait partie des meilleurs, comme le face au final. Mais comme le face et le heal se rejoignent, c'est juste que t'as le méchant, le gentil. C'est vraiment, on attend des deux côtés que qui sera le meilleur, qui va faire réagir le plus le public et qui va avoir le public derrière lui. Voilà comment je vois les deux les deux moi, je vais faces être de la impitoyable. WWE. Je mets le micro direct. Voilà. Le micro, je pense que genre, en fait, un bon perso, qui soit méchant ou gentil, c'est un mec qui va susciter de la réaction. Je pense déjà, genre sûr. Donc, il a pas besoin forcément d'être ultra balèze ou gigantesque ou machin. Faut juste que quand il a de l'exposition, quand il a un moment à lui, que ce soit quelqu'un qui sache convertir. Donc, il peut être marrant,
il peut avoir de la répartie. Si il n'a pas forcément l'un des deux, ça va venir à mon deuxième point, c'est l'acting. Peut-être qu'il a une gimmick, peut-être qu'il, je sais pas, moi, il fait des grimaces, peut-être qu'il réagit bizarrement quand il se passe un truc. Quelque chose qui fasse réagir et qu'on puisse du coup passer au troisième point, c'est qu'il soit identifiable, je pense, qu'il se mette à part, on va dire, qu'il soit identifiable, quoi. Qu'on puisse vraiment accrocher une étiquette sur ce mec. Donc, moi, je pense qu'il y a le micro, l'acting et qu'il soit identifiable, quoi. Donc, identifiable, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être sa gimmick, ça peut être son apparence, il peut être bizarre, il peut être, je sais pas moi, il peut être très beau, il peut faire peur. Donc après, il y a des mecs qui sont un peu, on va dire, c'est un peu des anomalies. Genre Undertaker, le mec il parle jamais. Mais par contre, c'est le mec peut-être le plus stylé de tous les temps, quoi. Il a une entrée de ouf, il a un corps de ouf, il a un costume de ouf, il a une histoire de ouf. Il y en aura pas un deuxième comme lui, je pense, de toute l'histoire du business. Pareil, t'as des mecs comme des Brock Lesnar, il y en aura pas un deuxième. Donc c'est un peu des mecs qui passent entre les mailles du filet. Donc je parle pour un peu le perso type qui genre se veut, on va dire, un perso qui marche aujourd'hui. Je dirais, faut quand même être assez, faut sortir du lot, quoi. Donc quand t'as de l'exposition, forcément ça va être le micro, ce que tu dis. Si les mecs dans le public, ils accrochent à ce que tu dis, ce que tu transmets. Donc l'acting aussi. Et bien sûr, il y a des choses qui vont venir polir un peu ce travail-là. Si tu as des atouts physiques, taille, poids, tête, peu importe, costume, ça va aider. Il y a le charisme. Le charisme aussi, c'est... tu as des gens qui naissent avec, tu as des gens qui arrivent à le construire, on va dire. Donc bon, ouais, moi je partirais là-dessus. Mais en vrai, il y a beaucoup de choses. Genre, limite, je fusionnerais tout ça par dire être intéressant. Oui. Et Et Kyrian? moi, si je dois sortir 3 aspects d'un bon personnage, je dirais qu'il y a la singularité. Donc un peu pour reprendre ce que Wally disait, c'est que c'est un personnage qui sort du lot dans le sens où il ressemble à aucun autre. Pour moi, ça c'est le genre de perso qui va me faire kiffer. Je vais reprendre l'exemple de Drew McIntyre, mais je connais pas beaucoup d'Écossais en kilt qui mettent des Claymore kicks. Il y en a pas deux. Après, ce que j'aime bien aussi dans les personnages, c'est le fait qu'ils soient gris. Dans le sens où il est pas tout noir ou tout blanc. C'est-à-dire qu'il va avoir quand même une dominance d'un certain côté, donc soit heel, soit face, mais qu'il a quand même des points ou des aspects qui vont être de son opposé. Je sais pas si vous voyez ce que je voulais dire. Un peu comme Kevin Owens actuellement. C'est-à-dire que le mec, en fait, il est heel complètement, mais il a des arguments de face, entre guillemets, qui sont complètement entendables. Donc ça, c'est pour mon deuxième argument. Et le troisième, je crois qu'on l'a un peu cité aussi, ce serait de savoir tout utiliser. Donc tout utiliser, c'est à la fois le micro, les réactions de la foule, son entrée, son costume, mais aussi savoir utiliser ses moves in-ring, ne pas rater, connaître par cœur ses moves, savoir s'adapter à tous les styles de catch. Catcher avec un gros, catcher avec un plus petit, catcher avec un mec du même gabarit que toi, catcher avec un lent, un rapide. Pour moi, ça, c'est hyper important. Et pour finir, si je devais rajouter un seul et dernier truc, ce serait savoir que, je sais pas comment bien le définir, mais vous allez direct comprendre quand Kevin Owens, il va faire des fois des petits trucs en fin d'émission qui sont cut, ou alors quand à Backlash, t'as la Bloodline qui est présentée et que lui derrière il fait des têtes bizarres ou je sais pas quoi, ou au Chamber quand il dit à Bobby Lashley regarde au-dessus de toi il y a Randy Orton,
Bah, il y a pas beaucoup de mecs en fait qui savent faire ce Lui, genre de choses. c'est une anomalie, lui, hein, Kevin Owens. Voilà, c'est ça. Mais Et c'est ce genre de choses que moi j'aime bien voir chez un personnage qui soit heel ou face. Ouais. C'est ça. Voilà. Il y en a pas beaucoup d'aussi intelligents. Oui. Bah, il y en avait plus avant en fait. C'est ça le truc. Ouais, mais bon, je trouve que quand même, c'est une anomalie quand même. Il C'est vrai. est extrêmement intelligent. Il a L'intelligence, voilà, c'est ça. Ouais, il est La extrêmement créativité intelligent. et l'intelligence. il a pas de gab, il a rien, il y a pas de muscles, il y a pas de, mais c'est Mais en même l'intelligence, enfin, on accepte parce qu'on qu'il lui, ait pas de gab, il n'est pas de gab. et ça, il y en a justement, pas beaucoup. Il est arrivé dans une époque, quand il a fait ses débuts dans le main roster, où quand même un mec qui a un certain niveau in-ring, c'est un mec qui est fit. Le mec, on l'a vu en 2015, Moonsault, on était en mode, c'est qui ce gros porc, tu vois. Et en plus, il a un perso où le mec, il est très percutant. Bon, avant, il parlait un peu plus, je trouve. Il y a quelques années quand même, quand il a fait ses débuts, mais après, c'est normal. Mais du coup, avec les années, il a poli son style un petit peu. Et là, c'est vraiment un mec, il passe pas par quatre chemins, quoi. Donc c'est pour ça qu'il marche autant. Donc, en plus, il a un physique bizarre. Enfin, il est bizarre, ce mec. C'est un produit fini. Hein. Ouais. C'est une anomalie, ouais. Il y en a un autre dans le style, pour lui rendre hommage, enfin Bray Wyatt, donc qui vraiment dans sa façon d'écrire. Il était chelou ce mec, mais c'est vrai qu'il était très fort. C'était pareil, c'est une anomalie aussi, ouais. C'est ça. Ouais. Chelou, ouais. Mais il a réussi à créer plein de choses en quelques années que pas beaucoup de gens ont pu faire dans toute l'histoire du business. Donc oui, c'est pareil, c'est des anomalies, ça, ces mecs-là. Mais à chaque fois qu'il a réécrit une histoire avec un nouveau personnage, il l'a su faire. Enfin, je sais que j'ai pu lire sur lui qu'il s'investissait dans ses rôles. Enfin, quand il vraiment, il s'isolait pour The Fiend particulièrement. Je crois. Ouais, en même temps, c'est ce que je disais, c'est qu'à un moment donné, il faut que tu rentres dans ton perso, faut que tu sois ton perso. Et Bray Wyatt, c'était totalement ça. C'était. Ouais, il le vivait. Ouais, c'est ça, il le vivait, quoi. Bon, les gars. Écoutez, merci pour tous vos partages là. C'était ultra intéressant en tout cas, et puis ça nous permet de voir un petit peu aussi comment on perçoit, parce que là c'est assez intéressant. On a tous un peu une perception différente de ce qu'est un bon perso, mais tout se rejoint un petit peu. Donc ça c'est top. Et puis même pour nos auditeurs, ça nous permet de voir que même si on débat sur le catch, ça montre que là, sur tous les futurs débats qu'on va avoir, ça va être assez mouvementé, ça va être assez intéressant, parce que je pense qu'on n'aura pas tout le temps des avis en commun. Ça va diverger, et ça va faire sûrement des étincelles. Donc de toute façon, le Rumble arrive, ça va être la guerre, ça va choquer. Il y a déjà on a déjà quelques prémices là de ce qui peut choquer les gens. Mais on va arriver avec beaucoup de sujets debunk, comme je le dis dans l'intro. On débat, on analyse, mais on debunk aussi. Et il va y avoir des sujets où on va débunker. Je vous spoil pas, mais ça va arriver. Et vous verrez, ça va débunker fort. Mais voilà. Donc en tout cas, là, on se donne rendez-vous pour un prochain numéro rapide. Et puis je vous dis ciao et à la prochaine, les gars, pour Chokeslam, l'émission qui va te choquer, hein. C'est ça, exactement. Allez, les gars. Petite. Ah, ça nous prend peut-être. C'est ça, avant la fin. Toi, t'es l'attitude des rats, toi, tu fais que des interventions. Vas-y. Le face original est là pour remettre à sa place le heal qui est Wahil. Franchement, remettre à sa place des fois. Mais, Wahil, ton hélico, là. La défaite sera mienne. Je vais toujours me réjouir de ta défaite. Très bien, mon casque. Voilà. Les gars. À la prochaine. Ciao. The wonder of the world is gone, I know for sure. All the wonder that I want, I've found in her. As the whole becomes a part, I strike to burn, and no flame returns.
intuition fails.